En attendant une nouvelle loi immigration, en 2025, le Premier ministre Michel Barnier était hier en déplacement dans 2 postes frontières entre la France et l'Italie. La question du transfert de migrants vers des pays tiers a été évoqué. Pour comprendre, avant d'échanger avec mes invités, j'accueille Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour. Les questions sont assez simples, on va avoir les réponses. Mais que prévoit ce dispositif mis en place par l'Italie et pourquoi on nous dit qu'il n'est pas applicable en France? Alors voici ce que l'Italie a mis en place. Giorgia Meloni et son gouvernement ont depuis mercredi commencé à transférer leurs premiers demandeurs d'asile arrivés illégalement sur leur territoire depuis un pays tiers, l'Albanie. Alors voici ce qui s'est passé. 12 premiers hommes ont été transférés. Ils sont originaires d'Égypte et du Bangladesh, mais 2 jours à peine après leur arrivée, eh bien, la justice italienne a mis fin à ce transfert parce qu'elle a demandé la rétention a été invalidée. Elle a demandé le transfert de ces hommes de retour donc vers l'Italie parce que pour elle, les pays dont ils sont originaires, l'Égypte et le Bangladesh, sont des pays qui ne sont pas jugés sûrs, contrairement à ce qu'estime l'Italie. Et donc, dès vendredi, après cette décision, le ministre de l'Intérieur italien a fait savoir qu'il ferait appel de cette demande. Alors voici le principe de cet accord qui a été conclu entre l'Italie et l'Albanie. Il a été conclu fin 2023 pour une durée de 5 ans. Il coûte 160 millions d'euros par an. Et il prévoit que tous les hommes qui sont adultes et qui sont interceptés dans les eaux de la Méditerranée, les eaux internationales, mais qui concernent donc l'Italie et qui sont donc interceptés illégalement, soient transférés pour que leur demande d'asile soit externalisée, donc hors du sol d'Italie, en Albanie. C'est donc là-bas que se font les demandes dans des centres qui sont qui ont été créés sur place dans 2 villes, à Shenzhen et à Gjader. Voilà pour les modalités. Alors ce que dit le Premier ministre français, il était hier en déplacement à la frontière franco-italienne avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et aussi accompagné de 2 ministres italiens. Il dit que ce modèle italien, eh bien non, n'est pas transposable en France. On l'écoute. Pour des raisons juridiques, institutionnelles et aussi liées aux personnes qui sont susceptibles d'aller dans un tel centre en Albanie, je ne crois pas que cette idée-là soit transposable en France. Alors pourquoi ce n'est pas le cas en France? Parce que la Constitution française exige que toutes les demandes d'asile soient effectuées sur le territoire français. Il est donc impossible de les externaliser. Toutefois, le Premier ministre a tout de même confirmé que Bruno Retailleau était en contact actuellement avec des pays comme l'Irak, l'Égypte ou encore le Kazakhstan pour envisager d'envoyer les migrants illégaux qui ont été expulsés par la France et qui ne sont pas acceptés dans leur pays d'origine. Merci beaucoup Fanny pour l'ensemble de ces explications qui nous permettent de planter le décor. Les invités politiques du Live Week-end, Andrea Cotarac, bonjour. Bonjour. Porte-parole du Rassemblement National, président du groupe RN au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Carlos Martins Bilongo, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise du Val d'Oise. J'accueille, je salue à distance Laure Miller. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes député Ensemble pour la République de la Manche. Et Anne-Sora Dubois. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Journaliste politique BFM TV. J'ai débuté avec vous parce que vous étiez sur place. Oui. Hier. On parlera dans un instant du combat de Bruno Retailleau face au Conseil constitutionnel qui veut rejouer la guerre. Mais sur cette question de cet accueil dans les pays tiers, qu'est-ce qui pourrait changer? Parce que un tribunal italien a invalidé cette rétention des premiers jours. Est-ce qu'il y a un changement possible pour la France, puisqu'a priori c'est pas possible, pour l'Italie ou pour l'Europe? Comment ça pourrait se passer? Surtout, oui. Et c'est ce qui pourrait permettre à Michel Barnier d'essayer d'éviter un débat national qui s'annonce très compliqué autour de cette question. Et en effet, au niveau européen, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a même eu un virage à 180 degrés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui voulait pas en entendre parler jusque-là et qui est en train d'envisager, dans le cadre du pacte asile et immigration, mais aussi en allant un petit peu plus loin, des sortes de hubs, en effet, alors, pardon d'utiliser cet anglicisme, mais des lieux en Europe qui permettraient, des centres d'accueil, des giga-centres d'accueil qui permettraient effectivement de retenir, de garder les migrants illégaux qui veulent rentrer sur le sol européen. Pourquoi est-ce que Ursula von der Leyen est en train de changer de braquet? Parce qu'elle s'est aperçue qu'en Europe, elle a constaté qu'en Europe, il y avait un certain nombre de pays dans lesquels il y a des gouvernements très attachés à la question de la lutte contre l'immigration, de plus en plus à droite, et qui ont fait de cette question le cœur de leur politique, et donc le centre de gravité politique de l'Europe lui-même, est en train d'évoluer, et c'est la raison pour laquelle elle aussi. Andrea Cotarac, est-ce que cette idée vous séduit et
Quelle est votre réaction quand vous voyez que même à l'intérieur d'un pays qui est dirigé par une Première ministre qui est plutôt de votre obédience, la justice s'oppose à ce type de procédure? Il y a deux choses. D'abord, vous avez parfaitement raison. Les peuples européens souhaitent lutter contre l'immigration. Ils ne sont pas tous à droite. Le Danemark est à gauche, l'Allemagne est à gauche, la Slovaquie est à gauche. Donc c'est vraiment, je crois, un besoin, une nécessité des peuples européens. Et je crois après qu'il y a 3 volets sur lesquels on doit parler. C'est d'abord le volet géopolitique, puisque s'il y a eu une explosion du trafic d'êtres humains, de passeurs, c'est parce qu'il y a eu des guerres aux portes de l'Europe. La Libye, autoroute pour migrants, puis la Syrie, avec notamment des djihadistes qui s'infiltraient, on s'en souvient au Bataclan, dans ces routes de migrants. C'est pas la majorité, peut-être même le Liban. Donc ça implique l'antiterrorisme, l'humanitaire, les outils pénaux. Et puis il y a l'amont. Quelle est la stratégie du Rassemblement national en amont? Nous, au Rassemblement national, on souhaite par exemple que les demandes d'asile soient faites dans les consulats et les ambassades des pays de départ. Donc, on ne parle même pas de hub, on ne parle même pas d'externaliser des choses, dans les pays de départ. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'instant, c'est un vœu pieux. Je comprends votre volonté, mais c'est un vœu pieux. Et le débat qui se passe là, c'est simplement sur l'aval. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des migrants qui sont déjà sur le territoire national? Les pays de départ vont accepter C'est sur le territoire de mettre national. en place une telle politique. Vous pensez que les pays de départ vont accepter? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il s'agit des ambassades et des consulats de la République française payés par les Français. Quelqu'un qui se sent persécuté au Rwanda, par exemple, parce qu'il est homosexuel ou pour d'autres raisons de racisme ou de discrimination, il peut très bien faire sa demande au consulat de la République française au Rwanda. Et elle sera traitée ici. Donc, tout le débat qui se situe aujourd'hui, c'est simplement sur l'aval, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous concernant, et Giorgia Meloni d'ailleurs le fait, elle agit sur la géopolitique, elle était à Beyrouth hier, elle agit en amont en disant vous faites vos demandes d'asile chez vous, parce que si vous venez illégalement sur le territoire français, il y a l'illégalité justement d'arriver illégalement sur le territoire italien, vous serez repoussé. Et l'aval, où effectivement elle tente de gérer les migrants qui sont arrivés illégalement sur le territoire italien. Je vous pose la question dans l'autre sens, M. Bilango. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'un gouvernement tente de faire cela et que la justice lui dise non, a priori, c'est pas possible? Ou est-ce qu'il faut changer la façon dont on voit les choses? Pour le côté, évidemment, français. Parce qu'on sent bien qu'il y a une volonté, en tout cas, on en parlera du ministre de l'Intérieur, mais de durcir ces conditions. L'ancien gouvernement de Grande-Bretagne avait essayé de le faire avec le Rwanda. Ça avait été retoqué par le nouveau gouvernement. Là, l'Italie a investi beaucoup d'argent pour créer le centre en Albanie, mais juste la disposition, déjà, elle est inhumaine. De mettre des personnes cantonnées dans un pays tiers, mélanger des personnes qui soient égyptiens, albanais, tout ce qu'on veut, dans un même centre, dans des conditions qu'on ne sait pas. Ils sont aussi mélangés quand ils arrivent en Italie, de toute façon. Oui, mais ils sont mélangés, mais ils sont en liberté, ils ne sont pas enfermés dans un endroit. Et ensuite, un demandeur d'asile, on ne sait pas si sa demande va être déboutée ou pas. On ne sait pas s'il va être accepté. Au final, est-ce qu'il sera amené à revenir? On ne le sait pas. Pour l'Angleterre, c'était quoi le sujet? C'était vous êtes accepté ou non, vous restez au Rwanda. Qu'en est-il pour l'Italie? Ça a été retoqué, c'est une bonne chose. Ensuite, la France, vous parliez même d'Égypte, vous parliez d'Irak, un pays qui a été dévasté par la guerre. Oui, et nous, on va y envoyer des personnes en attente de demande d'asile. Mais c'est quelque chose de regrettable. Vous savez, aujourd'hui, avec les inondations, on se rend compte que il y a déjà des réfugiés climatiques, des déplacements de population dans notre territoire français. Ce sera sans doute le grand défi de la planète dans les prochaines années. Exactement. Et les réfugiés climatiques vont s'accumuler d'ici à 2030-2050. Parce qu'il y a des inondations, des grosses pluies à venir. Et maintenant, ces réfugiés climatiques, ils n'auront pas le temps d'aller dans les ambassades pour faire une demande. Ils vont arriver directement par la mer Méditerranée ou arriver ensuite par aller traverser la Manche pour aller en Grande-Bretagne, parce que c'est souvent l'ambition de ces personnes-là. Ils ne veulent pas rester en France. Et ensuite, sur la question migratoire, il faut savoir aussi qu'en France, il y a un besoin aussi. On sait qu'aujourd'hui, même pour notre retraite, on n'a pas assez d'actifs. On sait aussi que sur des métiers en tension, on a besoin aussi de personnes. Et qu'il y a certains secteurs de l'économie qui tiennent notamment parce que. Le ministre Ferracci l'a évoqué quand il a parlé de cette immigration nécessaire pour le travail. Et c'est une nécessité. Mais c'est bien beau à chaque fois de vouloir tirer sur l'immigration, à chaque fois de tirer à coups de boulet. C'est très très facile. Mais on se rend compte qu'elle est nécessaire pour l'économie des pays. Et on se rend compte également, quand il y a la guerre en Europe, on était tous heureux d'accueillir des Ukrainiens, des Ukrainiennes dans nos territoires. Et aussi, quand il y a eu la guerre en Syrie, l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés syriens. Je me tourne vers l'heure Miller. Tout d'abord, je vous présente mes excuses parce que je vous ai présenté comme député Ensemble pour la République de la Manche, c'était de la Marne, pardon. C'est pas tout à fait au même endroit, mais pas de problème. Ce n'est pas effectivement, non, ma géographie étant assez précise pour me rendre compte que c'est pas le même endroit. Je vous prie de m'excuser tout d'abord. Il y aura encore un nouveau loi.
et on aura les précisions d'Anne Sora Dubois sur le plateau, mais un nouveau projet de loi immigration en 2025. On sent bien que la problématique, cette thématique est dans tous les esprits. Et l'exemple de ce qui se passe en Italie avec un gouvernement qui tente et qui est empêché par la justice, est-ce que ça n'appelle pas à la prudence pour ce qui est le bloc central ou le bloc majoritaire, à savoir ne pas trop s'engager, ne pas trop promettre, pour ne pas être contredit comme ça a été le cas par le Conseil constitutionnel au mois de janvier? Oui, alors déjà, je pense que le débat, comme on le voit notamment avec le déplacement d'hier, montre une première chose sur lequel tout le monde peut être d'accord, c'est que c'est un débat qui doit aussi se régler à l'échelle européenne. Et donc, je pense que poser le débat à cette échelle-là, comme on avait pu le faire avec le pacte asile-immigration, c'est une bonne chose de réaliser qu'en effet, la France seule ne peut pas tout régler. Le deuxième élément, c'est que sur ce sujet, en tout cas pour l'asile, nous avions dans la loi votée avec Gérald Darmanin en début d'année 2024, déjà engagé un certain nombre de réformes, en tout cas d'éléments favorables pour régler les demandes d'asile plus rapidement, pour que la procédure soit plus rapide, ce qui est un bien à la fois pour notre pays, mais aussi pour les demandeurs d'asile, pour qu'ils aient une réponse la plus rapide possible et qu'on puisse en effet soit leur demander de quitter notre pays, soit les accueillir du mieux que l'on peut. Et puis en effet, sur cette loi immigration, nous on l'accueille, c'est-à-dire que évidemment nous sommes tous au sein d'Ensemble pour la République constructifs. Donc si il y a des éléments nouveaux et nécessaires pour améliorer la politique migratoire dans notre pays, évidemment qu'on le regarde avec un œil favorable. Simplement pour l'instant, on n'a pas énormément d'éléments concrets sur cette loi. On a la question du délai dans les centres de rétention administrative, mais on n'a pas à ce jour d'éléments plus précis sur cette future loi immigration. Anne, on a le sentiment, vous étiez hier aux côtés du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, que Bruno Retailleau veut rejouer le match avec le Conseil constitutionnel, le match du début d'année. Voilà, la précédente loi immigration de janvier 2024, qui avait été proposée à l'origine par le gouvernement, la majorité relative de Gabriel Attal, Elisabeth Borne même, puisqu'il n'était pas encore Premier ministre à ce moment-là. Cette loi, effectivement, a été largement durcie par la droite, dont fait partie Bruno Retailleau, dont faisait partie aussi Éric Ciotti à cette époque. Et cette loi a été largement retoquée par le Conseil constitutionnel, plus de la moitié de ses dispositions, parce que le Conseil constitutionnel a estimé dans sa justification, pour en enlever quasi la moitié, que ça n'était pas notamment le bon format. Il y avait une question de véhicule législatif, pour pas utiliser des mots trop barbares. Les cavaliers législatifs, pas le bon format. Voilà, c'était pas le bon format de loi. Mais ce qu'a dit aussi le Conseil constitutionnel, c'est qu'il y avait une partie de ces dispositions où la forme posait problème, mais où peut-être le fond aussi. Il s'est prononcé sur la forme, mais pas sur le fond. Mais il y a un certain nombre de dispositions qu'il s'apprêtait à censurer, le Conseil constitutionnel, pour des raisons de fond et d'anticonstitutionnalité. Par exemple, le délai de 5 ans avant de bénéficier des prestations sociales, c'est une préférence nationale. À ce stade, notre Constitution ne le permet pas. Je dis à ce stade parce que pour la droite aujourd'hui, et Bruno Retailleau en particulier, il y a bien cette question de l'horizon constitutionnel de la future loi immigration. L'idée, c'est de dire, et le Rassemblement national est sur la même ligne, que si effectivement aujourd'hui la Constitution ne permet pas de modifier la loi, il faut modifier la Constitution, faire une révision constitutionnelle. Il a ça en tête, Bruno Retailleau. Michel Barnier, beaucoup moins, parce qu'il a 2-3 urgences à gérer avant, par exemple le budget, et se lancer tout de suite dans une révision constitutionnelle, ça fait pas partie de ces urgences immédiates. Mais c'est bien ça qu'il a en tête, Bruno Retailleau, et il met une pression très forte sur le gouvernement Barnier et sur son Premier ministre. Et ça se voyait dans leur attitude corporelle hier, lors de leur déplacement. Vous étiez juste à côté sur la photo. Andrea Cotarac, il faut changer la Constitution, il faut changer la loi en attendant de pouvoir changer la Constitution. Comment on s'adapte? Parce que les engagements, les promesses, évidemment, c'est une chose, et la mise en œuvre de ces promesses ou de ces engagements, c'est autre chose. Monsieur Retailleau a une analyse et un diagnostic de facto sur la situation migratoire dans le pays. Non, la situation que vous constatez, sauf que correspond à vos idées. Monsieur Barnier y est opposé. C'est que, premier point, il n'y a pas de stratégie réelle dans ce gouvernement, puisqu'ils ne sont même pas d'accord en eux, juste sur l'aval, c'est-à-dire la gestion des migrants sur le territoire français. Deuxièmement, c'est pas prononcé à ce stade, Michel Barnier. Il a dit que c'était pas possible. Il y a toujours des blocages de droit à tous les états, serait, et y compris l'AME augmente dans le budget, en tout cas qu'ils ont présenté. Donc on voit bien qu'il n'est pas vraiment sur la ligne de Monsieur Retailleau. Deuxièmement, vous avez fait la présentation sur ce qui se passe en Italie ou la Constitution en France. On dit mais c'est pas possible, la Constitution ne peut pas faire. C'est pas possible, les juges n'ont pas fait. Mais on est en France, et sous la Révolution française, on a dit une chose qui est assez simple, qu'on a oublié, c'est que le juge est censé être la bouche de la loi.
Si la Constitution ne le permet pas, alors que 72% des Français y sont favorables, il faut modifier la Constitution. C'est le programme du Rassemblement national par référendum. Que les Français choisissent. Si l'AME c'est fait pour se recoller les oreilles, pour reprendre les phrases sur BFM, notamment avec Jordan Bardella, ou si c'est simplement sur l'urgence, c'est-à-dire des urgences vitales sur lesquelles on pourrait soigner des clandestins. 72% des Français y sont favorables. C'est epsilonesque dans le budget. Ça ne représente pas grand-chose. 0,5% du budget de l'assurance maladie. Ce sont des principes sur lesquels les Français sont quasiment tous d'accord. C'est une question de principe aussi, c'est pas une question budgétaire. Rendre plus sévères les conditions d'accès à la naturalisation, c'est pareil. 78% des Français y sont favorables. Et même d'ailleurs, les Français placent Marine Le Pen comme la personnalité politique dont ils ont le plus confiance pour gérer cela. Et juste sur un autre point, sur l'économie. Et après, j'y reviens, monsieur Bigot. Et c'est assez extraordinaire. C'est que... on nous explique, vous dites par exemple qu'il y a des réfugiés climatiques, enfin le pays où il y a le plus de problèmes climatiques, c'est le Pakistan. Et vous dites donc ils vont venir en Europe. Non, le Pakistan c'est assez éloigné. Au Rwanda, donc ils vont venir en Europe et traverser. Non, c'est très loin. Ils viennent en Europe parce que justement c'est très facile de rentrer en Europe et qu'on y rentre comme dans un moulin, et notamment en France où on est soigné avec des soins gratuits à tous les étages. Et deuxièmement sur l'économique, j'entends souvent la gauche. Vous ne déshonorez pas de dire que la France donne plus envie par exemple que le Pakistan ou le Rwanda. Non mais c'est pas quelque chose qui vous fuit le Pakistan puisque je vous dis que ce sont les pays qui bien, suivent le plus. compris, le problème c'est que les Pakistanais n'iront pas au Rwanda. Les Afghans vont en Iran. Les Syriens vont beaucoup en Syrie, vous le savez, pas forcément automatiquement en Europe. On a l'impression que ça fait vont, et juste troisième point, c'est sur l'économique quand même. C'est assez extraordinaire d'entendre la gauche nous expliquer qu'il y a des métiers en tension, ou même M. Dupond-Moretti qui dit que s'il n'y a pas de migrants, qui va faire le ménage chez moi? Le secteur du bâtiment, de la restauration, ce sont les responsables qui le disent. Je le dis à l'ensemble de la classe politique française, l'esclavage a été aboli en 1848. Et que quand on écoute M. Didier Lesky, illégal, c'est pas proche de M. Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une petite proportion du grand patronat utilise une grande proportion de clandestins pour faire baisser les salaires. Les métiers en tension, baisser les salaires des Français. C'est M. Lesky qui le dit. Donc si vous voulez, à partir du moment où vous externalisez les migrants et vous les mettez ailleurs, évidemment, le grand patronat n'aura pas cette main-d'œuvre mal payée, maltraitée et visant à faire une pression sur la baisse des salaires des Français. C'est fou que le Rassemblement national défende ça et pas la gauche. Est-ce que l'approche budgétaire est la bonne? Vous avez aimé les JO? Vous savez, sur les chantiers des JO, ce n'est pas des esclaves. Vous avez beaucoup de travailleurs sans papier qui ont travaillé sur le chantier des JO. Mal payés, mal protégés. Je finis, mais je ne vous ai pas coupé. Oui, je vous ai pas coupé. Vous devriez quand même. C'est des métiers dignes d'être. Il faut les régulariser. C'est des métiers dignes. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Mais vous avez parlé de l'esclavage. Ce n'est pas de l'esclavage. Je vous explique maintenant. Ah bon? Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Monsieur Bilongo, éboueurs, femmes de ménage, sur des métiers en tension, des métiers où nous avons du mal, nous, à recruter sur le territoire. Nous avons du mal parce que c'est des métiers qui sont pas attractifs. Ils sont mal payés, ils sont pas attractifs. Mal payés. J'y viens, ils ne sont pas attractifs. Pas accueillir des migrants mal payés, augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires. Et lors de la dernière mandature, nous avons demandé le SMIC à 1 600 €. Ça n'a pas été voté par le RN. Non, parce que nous, on voulait une augmentation de tous les salaires. Pas simplement des 12% qui touchent les mais des 100% des Français sont d'accord. Déjà, il faudrait commencer par les salaires les plus bas pour rehausser tout le monde. Ensuite, s'il vous plaît, monsieur Bilongo, parce qu'après, je vais devoir mettre un terme à cette retien. Allez-y. Ils sont aujourd'hui sans papier. Ils doivent être régularisés. Ils sont des travailleurs déjà. S'ils sont des travailleurs et régularisés, à ce moment-là, déjà, ces personnes-là pourront être payées dignement. Oui. Ensuite... 10 secondes, s'il vous plaît. Le temps du moment que vous reviendrez, je vous promets, vous avez l'habitude de venir. Je vous laisse terminer en 10 secondes. La loi immigration, ça va être la 30e. On en a une chaque année. Elle n'est même pas encore appliquée. On en fait une nouvelle. C'est juste pour tendre la perche au RN, mais je vous le dis, le gouvernement Barnier ne passera pas le budget. Vous reviendrez tous les deux pour en parler. Je suis désolé.